Salut à tous et bienvenue dans cette seconde partie dédiée aux fusils suisses. Après avoir vu les fusils Veterli, dans cette seconde partie, on va aborder ce qu'on appelle communément les Schmidt-Rubin. Ce sont surtout, on va aborder dans cette vidéo-là, les fusils à culasse rectiligne. Et je vous rappelle que je fais cette série de vidéos parce que je sors en ce moment mon livre sur les armes suisses, qui couvre donc la période des fusils Veterli. On passe aux Schmidt-Rubin, les fusils à culasse rectiligne. Il y aura un petit peu sur les fusils semi-automatiques et notamment les fusils Mondragon. Bien sûr, les ZFK 55 et on passe ensuite au Sturmgewehr avec le STG 57 et bien sûr aujourd'hui le FAS 90 qu'on abordera dans une future vidéo. Voilà, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et donc là j'ai dans les mains ce qu'on appelle communément un Schmidt-Rubin, du nom de Schmidt, Rudolf Schmidt, qui est l'inventeur, le concepteur de ce fusil à culasse rectiligne, et Rubin, lié à Édouard Rubin, donc qui a aidé à la création de la cartouche, la GP90. Alors évidemment, on se retrouve à une période dans les années 1885 où Paul Vieille vient d'inventer la poudre sans fumée, la France adopte le fusil Lebel et donc adopte un fusil qui tire la cartouche à poudre sans fumée. Toutes les nations vont suivre. Les Suisses suivront aussi le mouvement en créant leur propre cartouche. Ça va prendre un peu de temps évidemment. Et on a donc d'un côté la cartouche proposée par Édouard Rubin et le fusil proposé par Rudolf Schmidt. Rudolf Schmidt qui était directeur de la Waffenfabrik de Berne. Et oui, ça a été un petit peu un coup dur pour SIG, parce que SIG fournissait les fusils Veterli avant. Et là, malheureusement, ils ont proposé des fusils. SIG a proposé pas mal de modèles différents, mais ils n'ont pas été retenus. Et ça a été un petit peu d'ailleurs, il y a eu un mini scandale à l'époque de savoir si le design, l'arme de Schmidt n'avait pas été finalement mis en avant, adopté uniquement par favoritisme. Quoi qu'il en soit, on a donc un fusil assez grand, assez conséquent. Il est très long, le Schmidt-Rubin 89. Alors évidemment, on pense à Mannlicher, qui a la culasse rectiligne, mais il y a aussi effectivement le design de Schmidt. Et le problème dans son design, si vous voulez, c'est que la culasse est quand même très très longue. Mais ça, on va en reparler juste après avec la carabine de cavalerie. Et donc on a un fusil rectiligne qui a un chargeur assez proéminent de 12 cartouches. On peut mettre 2 clips. Voilà, les clips, hop, ils sont là. Les clips de 6 cartouches que vous connaissez probablement si vous avez un G11, K11 ou K31. Ce sont exactement les mêmes clips et on peut mettre 2 fois 6 cartouches, donc 12 cartouches au total. On a un système de cut-off, voilà, qui permet d'éviter de chambrer une cartouche pour mettre une par une. C'était la mode à l'époque, c'était très courant. On retrouve ça, le fusil Lebel fait la même chose. On a le Lee Enfield aussi qui fait exactement la même chose et le Schmidt-Rubin n'y échappe pas. Alors si on parle un petit peu de la cartouche quand même, quelques mots dessus, la GP90, eh bien, c'est bien une cartouche à poudre sans fumée. Voilà, on lit ici et là que c'est semi-smokeless en anglais. C'est bien à poudre sans fumée. La cartouche, la balle est semi-ogivale et elle est bien FMJ. Par contre, le corps effectivement de la balle est plomb, mais entouré d'un papier gras, comme c'était sur les cartouches de Veterli, de 10-4 Veterli juste avant. La hausse commence à 300 mètres, on peut la monter quand même jusqu'à 2000 mètres, ce qui est énorme. Évidemment, faut se projeter à l'époque, faut imaginer plutôt une troupe entière de soldats qui tirent tous ensemble sur des cibles très lointaines, et on imagine très bien dans le paysage suisse des distances pouvant aller d'une vallée à une autre, un flanc de montagne à un autre flanc de montagne, etc. Et que, en fait, l'idée c'est que peut-être 50 soldats qui vont tirer avec la hausse à 2000 mètres, il y en a quand même une probabilité d'atteinte de la cible qui sera importante. C'est pas fait pour du tir de précision. Allez, maintenant qu'on a fait une présentation très succincte, on va charger l'arme. Donc c'est vraiment très simple, on insère le clip, vous voyez, il tient quand même assez bien, et on va pouvoir mettre les cartouches. Alors évidemment, ça dépend du ressort du magasin qui est assez léger, assez fragile en fait. Et faut y aller franco parce que sinon les cartouches se mettent facilement de travers. Voilà.
En soi, il n'y a pas beaucoup de force à mettre, mais c'est juste que voilà, on peut avoir quelques difficultés. Alors, hop, je remonte la cartouche au niveau du magasin, parce que sinon, bah là, je chambre absolument rien, puisque là, c'est en mode monocoup, hein, avec le cut-off. Je peux descendre. On peut pousser carrément, si j'y arrive, hop, pour avoir le magasin qui se détache. Voilà, je l'ai reclipsé. Je remonte, non pardon, je remonte les cartouches au niveau du magasin. Et là, c'est chambré, c'est prêt à faire feu. Sur les designs, les culasses de Schmidt Rubin, on a la sécurité à l'arrière qui permet de basculer l'anneau sur le côté, et on a la sécurité est engagée. On bascule ici, ça se fait très facilement. Allez, c'est parti, on va tirer. Alors, pour l'éjection et l'utilisation de la culasse, il faut y aller assez franco. Faut pas y aller doucement. Si j'y vais doucement, déjà ça va éjecter très faiblement, et ensuite on peut avoir un peu plus de friction au niveau de la culasse. Faut y aller. Allez, vous voyez là, ça bloque un peu, en fait, faut pas hésiter. Donc faut y aller vraiment vigoureusement. Ensuite, le recul est quand même très modéré. La GP90, bon, c'est un rechargement spécial, évidemment. Il ne faut jamais tirer de GP11 dans ce type d'arme. Les canons, le boîtier n'est pas adapté pour la pression développée pour la GP11. Surtout, bien adapté, un rechargement pour les armes chambrées en GP90. En tout cas, c'est très agréable à tirer. L'arme est assez longue et donc penche un peu vers l'avant. S'il commence un peu à faire du poids, la détente est vraiment excellente, hein. Sur ces exemplaires-là, les 89, franchement, c'est excellent. La hausse est évidemment un petit peu difficile. Elle est très petite. Alors on peut se poser la question aussi, y a-t-il un avantage à avoir un magasin de 12 coups contre 6 ou 5 même? Bah en fait la vérité c'est que de toute façon le temps que vous allez mettre à recharger 2 clips est exactement le même que si vous allez recharger un clip, tirer vos 6 et recharger un autre clip. Donc il n'y a pas de gain de vitesse là-dessus. On peut imaginer que par contre, effectivement, pour du tir embusqué, du tir rapide, une troupe qui a des fusils avec 12 coups, qui tirent un volume de feu important et qui se replie, là ça peut être très important parce qu'on va délivrer beaucoup de tirs très rapidement. Autre point aussi sur la culasse rectiligne, est-ce qu'elle donne plus de gains de vitesse que sur une culasse par exemple de type Moser? Bah pas vraiment en fait, parce que regardez bien, je suis obligé à chaque fois de décaler ma main pour atteindre la culasse. Donc finalement, c'est exactement pareil, je suis obligé, pareil, une fois que j'ai tiré, je suis obligé de décaler mon visage, donc je perds un peu de temps. Ce sera exactement la même vitesse et les mêmes manipulations. Voilà, les 12 coups ont été tirés, l'arme fonctionne parfaitement, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que on ressent un peu de poids à force. Allez, on va passer à l'arme suivante. Et donc on arrive à l'arme suivante, la carabine de cavalerie, modèle 1893, système Mannlicher. Alors qu'est-ce qui change? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas utilisé le système de Schmidt pour en faire une version courte? Bah, le problème c'est la culasse. La culasse du Schmidt Rubin, elle est extrêmement longue. C'est vraiment une culasse très imposante. Et si on devait convertir l'arme en version carabine, bah, ça serait très compliqué parce que il faudrait réduire drastiquement le canon, la longueur du canon, et donc perdre énormément en précision. Parce que le boîtier est tellement énorme sur le 89 que c'est pas possible. Et même si les cavaliers, on va dire que ne demandent pas une arme précise, ne demandent pas une arme aussi précise que le soldat d'infanterie ou le carabinier en Suisse, eh bien il faut quand même un minimum, hein, et on est quand même en Suisse, donc il faut quand même un minimum d'armes de précision. Eh bien simplement, c'est SIG cette fois-ci qui va proposer la carabine sur
le brevet de Mannlicher, donc Mannlicher en Autriche, et qui va proposer cette carabine de cavalerie. Alors cavalerie, évidemment, ça se distingue tout de suite. L'embouchoir ne permet pas de mettre une baïonnette, puisqu'évidemment, les cavaliers, leur arme principale, c'est le sabre. Par contre, l'arme chambre, toujours pareil, les clips de 6 cartouches, et elle chambre le GP90. On va mettre les clips de la même manière, hop, et je vais faire la séance de tir tout de suite. Et les manipulations sont quasiment identiques, on est sur une culasse rectiligne. Et il faut aussi y aller assez franco. On a par contre une hausse assez particulière, je vais vous montrer juste après. Ouais, la qualité de la détente est vraiment pas la même que sur le Schmidt-Rubin, rien à voir. C'est vraiment... alors ces carabines-là n'étaient pas très appréciées en fait. Hein. Le nombre est à peu près, je crois, de 8000 exemplaires de tête. Hein. Et en fait, il y avait un gros problème, c'est que c'était surtout la culasse. En fait, là, je ne m'amuserais même pas à l'enlever du boîtier. En fait, on a le levier ici hein, qui permet de la retirer, mais je ne vais pas le faire parce que il faut maintenir les tenons en version dans l'encoche en fait du boîtier, dans les rainures du boîtier, mais il faut le tenir à la main en même temps, c'est très pénible à faire. Et en fait, à l'époque, il y avait beaucoup de cavaliers qui n'arrivaient pas à remonter leur culasse et ils l'amenaient chez l'armurier. Et il était relaté qu'il y avait quand même pas mal de casses parce que visiblement des cavaliers pas très soigneux qui devaient, j'imagine, en avoir un petit peu marre de leurs armes, eh bien, n'arrivaient pas à remonter le truc et ils arrivaient à forcer et à casser le truc. Donc en fait, ces carabines n'étaient pas très appréciées, ce qui peut se comprendre parce que c'est pas non plus très agréable au tir. En fait, la détente, elle est pas bonne du tout. On a le boîtier, le magasin, donc de 6 cartouches, peut s'enlever aussi, hein, mais c'est pas fait pour ça. C'est un magasin amovible, mais qui est pas spécialement pour ça. Et je pense que je vais avoir du mal à le remettre. J'aurais pas dû le faire, vous voyez, ne jamais démonter, surtout pas en direct live. Ah ouais, bon, ça le fait pas. Bon, je vais tout enlever, je vais la remettre. Bon voilà, de retour, on va remettre un clip de 6. Hop, ça s'en sert bien, ça là-dessus, pas trop de difficultés. Et donc, qu'est-ce qui pose problème aussi? La hausse, alors elle est très amusante la hausse, puisque on a 3 crans différents. Et en fait, on a un petit clapet là, hop, vous voyez là, qui permet de, en fait, de protéger la hausse. Quand il faut imaginer que le cavalier, soit il a l'arme dans sa selle de cheval, soit il a l'arme dans le dos. Donc il faut rabattre la hausse. Et en fait, on a 3 positions. La première qui est à 300, mais qui est ici sur le devant. Ensuite, on a le clapet qui nous indique 400. Donc on remonte, et là, on a la visée à 400 mètres. Et ensuite, on peut monter, et on est, hop, tout de suite, à 500. Je peux pas vous montrer parce que le stand, les cibles sont par là, donc je peux pas vous montrer la carabine de l'autre sens. 500 jusqu'à 1000 mètres. Voilà, déjà 1000 mètres, c'est bien. Ah, 1200, pardon. 1200 sur le côté. Et donc voilà, donc une carabine, c'est finalement une belle arme de collection. Vraiment, très sympa. C'est réglementaire suisse, mais pour le tir, c'est pas c'est pas que du bonheur. Alors comme vous le voyez, hein, ça fonctionne très bien, hein. Mais voilà, faut y mettre un petit peu de force et c'est pas d'une fluidité exemplaire. Et vous voyez là, qu'est-ce qu'elle me fait? Eh ben, j'étais pas en batterie. Alors c'est la première fois que ça m'arrive. Et il faut que ce soit dans cette vidéo là. Très intéressant. Bon, c'est pas l'idéal de forcer comme ça, mais bon. C'est peut-être les cartouches rechargées. Et c'est la dernière. Ouais. Évidemment, ça cogne un peu plus puisque l'arme est très légère. Mais par contre, c'est pas avec ça que vous allez faire de la précision en cible.
Et donc, à partir de là, on peut se dire que la Suisse a d'un côté le fusil d'infanterie, le modèle 89, et la carabine de cavalerie, modèle 1893, et tout va bien. Sauf que, vers 1898, la France adopte une balle pointue, ce qui va changer quand même la balistique et va améliorer encore les performances des cartouches. Ça sera suivi, je crois, en 1902 de mémoire avec la balle allemande, et bien sûr, tout le monde va suivre le mouvement, et et les Suisses vont aussi adopter, vont réfléchir, trouver une nouvelle cartouche, qui va être la GP11, la fameuse GP11, bien connue des tireurs sportifs, qui est excellente. 7,5 par 55, et c'est une cartouche d'ordonnance qui est encore utilisée aujourd'hui un peu partout, que ce soit même dans l'armée suisse et dans les mitrailleuses, et évidemment au stand de tir civil. Et donc, au lieu d'adapter les armes existantes, ils vont carrément développer un nouveau système d'armes. Et ils vont s'attaquer surtout à la première problématique, la longueur de la culasse du Schmidt-Rubin, pour réussir à la raccourcir. Alors on a quand même une culasse assez conséquente. La grosse différence, c'est que les tenons là, sur le corps principal, le corps central de la culasse, étaient à l'avant sur l'arrière, et maintenant ils sont vers l'avant. Ce qui en plus améliore la solidité, la rigidité de la culasse lors du tir, et donc améliore un peu les performances en cible. De plus, problème aussi important au niveau de la cartouche, je l'ai déjà dit juste avant, la GP90 ne développe pas les mêmes pressions que la GP11. Encore une fois, il ne faut pas tirer de GP11 dans une arme en GP90. Et donc il va falloir revoir un petit peu tout ça. Alors, c'est vrai que je n'ai pas parlé entre temps, il y a le modèle 89-96 qui est apparu. Je n'ai pas de modèle 89-96 parce qu'ils ont tous été, enfin quasiment tous, reconvertis en ça. Ça, c'est pas vraiment un G11, un Gewehr 11, c'est un G96-11. Alors, c'est bien un modèle 89-96 qui a été converti, enfin mis au standard de la GP11 pour être strictement identique au G11. Donc vous imaginez qu'on passe quand même du 89 au 89-96, les dates sont quand même assez proches, pour changer ensuite les 89-96, les reconvertir en 96-11, à côté des G11. Alors si le 89-96 ressemble à peu près au 1889, là par contre on change un peu de ligne. Bon, au niveau du fût, à l'avant, c'est quasiment identique. Par contre, on distingue immédiatement, on a un magasin amovible de seulement 6 cartouches. Mais je l'ai expliqué juste avant, la différence entre un magasin de 6 ou 12 ne change quasiment rien. Ce magasin s'enlève et se remet extrêmement facilement. C'était pas prévu que le fantassin embarque avec lui plusieurs magasins. L'objectif de ça, c'est aussi de faciliter le nettoyage et l'entretien des armes. Le but, ça fonctionne toujours pareil, avec toujours les mêmes clips carton de 6 cartouches. À ce moment-là, il n'y a plus de cut-off non plus. Par contre, au niveau des manipulations, ce sont toujours les mêmes. Alors, il y a effectivement un arrêtoir de culasse quand il n'y a plus de cartouches dans le magasin. Les manipulations sont toujours les mêmes, c'est toujours du rectiligne. Pour le soldat, finalement, l'instruction, c'est facile parce que ça ne change pas. La sécurité, c'est toujours la même. On bascule sur le côté, et puis de toute façon, ça ne changera pas jusqu'au K31. Allez, c'est parti. On va s'en faire une petite série. Donc là, c'est pareil, hein, les ressorts de ces magasins sont parfois un petit peu flottants. Par contre, au niveau de la culasse, c'est d'une fluidité exemplaire. La détente aussi, quel régal. Moi, j'adore ces fusils-là. Les G11, franchement, ce sont des armes très bon marché, des armes militaires hein, de surplus. Alors, le petit défaut un petit peu des armes suisses, c'est que elles n'ont pas fait Stalingrad ou n'ont pas fait la Normandie en 1944. Donc elles sont un petit peu délaissées des collectionneurs. Et je trouve ça dommage parce que franchement, elles ont une histoire et elles sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Alors comme pour la culasse du 89, il faut y aller, faut pas hésiter. C'était fait pour ça.
Si j'y vais trop doucement, en fait déjà voilà, j'éjecte mal, et ensuite j'ai des points d'accroche qui sont pas bons. Il faut surtout être bien en batterie ici, hein, parce que là c'est à ce moment-là que le verrouillage se fait. Donc il faut vraiment bien être à fond en batterie. Je l'ai dit, la sécurité, hein, extrêmement facile. Et ce sont vraiment des fusils vraiment très agréables à tirer. Forcément un petit peu plus de punch qu'au tir avec la GP11. Par contre attention, quand vous tirez couché, vous voyez l'éjection, c'est vers le haut en fait. Si vous êtes couché, n'hésitez pas à vraiment bien tirer fortement ou à vous basculer un petit peu parce que ça peut vous arriver d'avoir des étuis chauds dans le dos. C'est pas très agréable, je vous assure. Hop, voilà. Ouais, ça c'est vraiment très très bon. Et donc la suite c'est quoi? C'est qu'évidemment il fallait une arme courte. Alors pas forcément pour les cavaliers, mais plutôt pour tout ce qui était mitrailleur. Ah oui, à cette époque-là, hein, les mitrailleuses se développent. Dans les années 1900-1910, la Suisse adopte d'ailleurs une version, la MG11, qui est très proche de la MG08 suisse, allemande, la MG08 allemande évidemment. Donc il fallait une arme courte pour voilà, les mitrailleurs, ça peut être aussi les cyclistes, toutes les personnes qui avaient besoin d'une arme courte, moins encombrante, évidemment les artilleurs, je les oubliais, mais c'est eux principalement. Et donc on va avoir le carabineur 1911. Alors ça c'est peut-être une de mes armes préférées suisses. Pourquoi? Alors c'est pas l'arme la plus précise possible, mais j'adore, parce qu'en fait elle est petite, maniable, elle a la culasse du système 1911 qui est d'une douceur voilà, que moi j'adore vraiment. Ces culasses, elles sont vraiment d'une fluidité, voilà, que j'apprécie énormément. On a toujours exactement le même magasin, c'est exactement le même système, hein. Les culasses sont parfaitement compatibles avec celles du G11, du K11 et du G11. La hausse malheureusement commence à 300 mètres, ce qui veut dire que quand on est dans des stands comme le mien où on démarre à 100 mètres, ça peut être un petit point de, comment dire, un petit peu gênant, parce qu'il va falloir viser plus bas. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment très très bon. Et puis surtout, je pense que même si vous me regardez depuis l'étranger, ces armes-là quand même ne coûtent pas très cher et sont vraiment très très agréables. Et encore une fois, ça tire la GP11 qui est une excellente cartouche. Allez, on va se faire plaisir. On va se mettre un petit clip de 6. Toujours la même méthode d'introduction. Toujours, évidemment, la même manipulation vigoureuse. Toujours le système de sécurité qui est toujours le même. Et puis, c'est parti pour se faire plaisir un petit peu. Donc vous voyez, au niveau de la rapidité, je suis pas sûr que j'irai plus vite que quelqu'un qui manipulerait un 98K. Ouais, ça c'est vraiment un must-have dans toute collection qui se respecte. Allez, on en arrive au dernier membre de la famille, le très connu carabineur 1931, donc le K31. Souvent aussi nommé Schmidt-Rubin. Eh bien en fait il a le côté Rubin encore par la cartouche parce qu'il tire toujours la GP11, mais par contre le côté Schmidt il l'a plus trop. Pourquoi? Parce que la culasse n'a plus rien à voir en fait avec les modèles précédents quoi. Déjà la culasse du G11 avait été remanipulée, mais là vous voyez bien la taille de la culasse a été encore raccourcie. Et là on voit bien les tenons sont tout à l'avant, comme la plupart des culasses d'ailleurs des autres fusils. Alors pourquoi adopter un nouveau fusil à verrou encore dans les années 30 alors que le G11 et le K11 fonctionnent très bien? Eh bien parce que le problème c'était que le G11 est quand même une arme extrêmement longue. C'est très encombrant et même si l'arme est pour les fantassins, quand vous êtes dans les montagnes, quand vous devez escalader des rochers, faire de la randonnée, etc. Quand vous devez vous balader dans des forêts avec pas mal de végétation, c'est encombrant. Et le K11 était très apprécié. Sauf que le petit problème, c'est que le K11, il est très bien,
très apprécié par les troupes parce qu'il est facile, il est léger, il est compact, mais il n'est pas aussi précis que le fusil d'infanterie. Et ça, le problème, c'est qu'en Suisse, il y a d'un côté donc l'armée, mais il y a aussi les tireurs civils. Et les armes d'ordonnance sont aussi utilisées pour les tirs hors cadre, où les soldats peuvent aller au stand avec leurs propres armes et tirer. Et il y a beaucoup de compétition, évidemment, en Suisse, c'est très compétitif, et il faut une arme digne de ce nom. Or, le K11, ils auraient pu arrêter de produire les G11 et ne faire que du K11. J'imagine que dans un pays où le tir sportif n'est pas aussi ancré dans les traditions, dans les veines, je veux dire, le K11, il est déjà, c'est un fusil précis. Ça va quoi. Pour le fantassin de base, si on le compare avec un 98K, un mesure 98K, il n'a pas à rougir. N'importe quel, vous prenez le Lee Enfield numéro 4, c'est pareil, c'est très correct. Et le K11, il est très bon. Mais pour les Suisses, c'est pas suffisant et il fallait une nouvelle arme. Sauf que comment faire? Eh bien, imaginez une nouvelle arme. Voilà. Pour la faire très courte, on a donc une nouvelle culasse. Et en fait, cette culasse, le fait de raccourcir la culasse va faire gagner 6 cm en longueur d'arme, de longueur de boîtier. Ce qui veut dire que ces 6 cm là, en fait le K31 il fait quasiment la même longueur que le K11 et les 6 cm vous les remettez dans la longueur du canon. Donc au niveau compacité, vous êtes exactement pareil que le K11, mais vous avez gagné quand même 6 cm de longueur de canon. De plus, vous avez la hausse qui est rapprochée, parce que vous voyez bien que le magasin là il est collé au pontet, alors que comment ça s'appelle sur le K11, il y a un petit décalage, et la hausse est plus loin. Donc ce qui veut dire qu'aussi, vous gagnez en longueur de visée avec le guidon et la hausse. Ce qui fait gagner en confort. Et encore une fois, le fait que la culasse soit un petit peu plus courte et que les tenons de verrouillage soient vraiment au culot de la cartouche, ça fait gagner, encore une fois, en rigidité lors du tir, et donc, a priori, ça améliore encore la précision. Et c'est vrai que le K31, c'est une star des podiums. En France, il est très utilisé pour le tir sportif. En Suisse, évidemment. Partout dans le monde, tous ceux qui ont tiré au K31 savent exactement ce que je veux dire. C'est un fusil très précis. Alors, il est très précis, certes, mais il va pas faire non plus un MOA, comme les carabines modernes aujourd'hui. Non, il est très précis pour un fusil d'infanterie. Mais il y a eu des tests qui ont été faits, et visiblement, ils tournaient à 2,5 MOA. Alors, 2,5 MOA, ça paraît peut-être ridicule aujourd'hui. 2,5 MOA, c'était le critère qui était attendu pour les Lee Enfield numéro 4 de sniper. Donc les versions T étaient sélectionnées si elles faisaient 2,5 MOA. Donc vous imaginez que pour un sniper durant la Seconde Guerre mondiale, en fait, avoir un fusil qui fait 2,5 MOA, c'est très très bien. Et en plus, tour de force ultime, en fait le K31, il coûte un peu moins cher à la fabrication que le K11, parce que déjà la culasse, les éléments de culasse sont un peu moins polis, les éléments de fabrication sont plus faciles à faire, plus faciles à assembler, vous gagnez du temps sur la chaîne de montage et donc vous gagnez de l'argent au final. Bon allez, sur ce, on va se refaire un clip, parce que oui, il utilise toujours les mêmes clips de 6 cartouches, on a toujours un magasin amovible, et c'est parti, hop. Ah oui, petit détail aussi quand même très sympathique, c'est que la hausse enfin commence à 100 mètres. Hein. Ça c'est quand même intéressant. La culasse c'est pareil, on peut se dire que pour l'époque, pour l'apprentissage, l'instruction des troupes, ça ne change pas avec les modèles d'avant, c'est toujours la même façon, on a toujours la sécurité sur le côté, c'est toujours pareil. Et ça c'est quand même un plus aussi. Vous gagnez du temps et de l'argent, même en Suisse. Alors c'est vraiment un chouette, c'est vraiment une très bonne arme. On a vraiment ici, le bois est du coup plus épais que le K11. On a un bon maintien, Il y a une belle poignée pistolet qui rend vraiment le tir très très agréable. Je trouve cependant que la culasse est un peu moins fluide que sur les versions G11 et K11. Mais bon, c'est que du bonheur. Hein. Bon voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon des armes suisses vous aura plu. Je rappelle qu'il y a mon livre qui va sortir très bientôt,
Le lien est dans la description. Évidemment, il y a beaucoup plus d'informations dans le livre. Notamment, vous avez le tir à la grenade, vous avez les variantes. Est-ce que vous saviez qu'ils ont fait du bois en 2 parties, comme les Finlandais, sur les Mosin finlandais? Enfin bref, il y a énormément de choses qui sont dans le livre, que vous retrouverez, il y a beaucoup plus d'informations que ça. Ici, c'était juste histoire de vous en reparler, et puis je vous dis à la prochaine.